Bonjour, mesdames et messieurs. Très heureux de reprendre le cours de cet échange sur la transition énergétique que j'ai commencé en prenant beaucoup de risques, parce qu'évidemment je ne suis pas spécialiste sur des questions de climat, mais heureusement aidé par des intervenants la semaine dernière, donc François-Marie Bréon, qui nous a surtout parlé de nouvelles expériences très intéressantes pour ce suivi de CO2 dans l'atmosphère. Tout à l'heure, donc, nous aurons Robert Vautard, j'en dirai quelques mots, avant qu'il présente. Et effectivement, comme vous allez le voir, je vais au fond conclure, et je le redirai d'ailleurs la semaine prochaine, que un des problèmes peut-être que nous avons, c'est d'identifier les bons objectifs, et probablement le 1,5 degré est un objectif qui ne sera pas atteint, et que donc les températures seront probablement supérieures à l'échelle 2100, et que donc il y a une question extrêmement importante qui est celle de savoir quels seront les impacts de ce réchauffement au-delà de 1,5 degré. Alors je reprécise à nouveau, je vais le redire, que le 1,5 degré, c'est toujours par rapport à la période pré-industrielle, et c'est des données qu'on rapporte soit par rapport à 1850, soit par rapport à 1860 ou 80, enfin c'est toujours dans ces eaux-là. Et que donc les impacts, c'est en partie toute cette question des événements extrêmes. Et évidemment, on a besoin de spécialistes, de climatologues, de modélisateurs pour nous dire à la fois où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le plus 1,1 degré, et ce que sera demain à 2 ou 2,5 degrés, ou j'espère pas 3, mais enfin voilà. Et c'est de ça dont Robert Vautard va nous parler. Voilà, alors j'ai commencé par vous parler des hydrocarbures et du CO2, et donc quelques mots sur la température. Je remontre cela à nouveau pour le rappeler. J'avais montré cette slide la semaine dernière. Donc, pourquoi avons-nous ce lien entre hydrocarbures et CO2 ? Pour ce type de réaction, je le rappelle, le CO2, c'est un produit de combustion, d'oxydation par l'oxygène de l'air de toutes sortes d'hydrocarbures. Ici, c'est un exemple avec le méthane. Ça a un sens, puisque une grande partie de nos émissions de CO2 viennent de l'oxydation, la combustion du gaz. Et le gaz, c'est du méthane. J'ai rappelé qu'en effet, cette réaction, elle n'est pas faite pour produire du CO2 et de l'eau, elle est faite pour produire de l'énergie. Et c'est ce qu'on voit dans ce diagramme-là, puisque les réactifs sont riches en énergie et leurs produits se retrouvent dans un diagramme énergétique à plus basse énergie. Et la différence, c'est l'énergie qui est émise, qui est produite au cours de cette combustion, évidemment, qu'on récupère pour chauffer, pour donner de la chaleur pour l'industrie, etc. Voilà, et donc nous avons cette montée, on verra d'autres courbes, cette montée pour indiquer qu'aujourd'hui, alors vous avez des chiffres qui vont à peu près dans le même ordre de grandeur, de 35 à 40 gigatonnes de CO2 que nous émettons chaque année. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par cette accumulation de CO2 qui reste dans l'atmosphère, nous nous trouvons avec ces fameux 412 ppm partis par million que nous avons dans l'atmosphère, qui est le produit de toute cette accumulation au cours du temps. Et est indiqué ici, pas la peine d'en dire beaucoup plus, mais en gros, à l'échelle mondiale, les différentes sources d'émissions, c'est la production d'électricité, évidemment. Une grande partie de l'électricité, ce n'est pas le cas en France, mais est produite à partir d'hydrocarbures. Ce sont les transports, bien évidemment. C'est l'industrie, l'agriculture, etc.
Alors il y a une autre courbe, c'est celle de la température. Et effectivement, alors vous trouvez toutes ces données. Vous avez, et vous voyez ici, c'est au cours des 140 dernières années, vous voyez cette augmentation de la température, donc avec des variations du second ordre, mais au premier ordre, c'est bien une montée, et celle qui nous amène à 1,1, plus 1,1, plus 1,2, aujourd'hui, d'écart de température par rapport à cette période-là. Il y a ce petit point bizarre en 1940, peut-être que Robert nous dira de quoi il s'agit. Je n'ai pas trouvé d'explication moi-même. Mais bon, disons que, comme vous le voyez, il y a cette courbe-là. Alors, évidemment, on trouve aussi ce type de courbe dans la littérature, mais mettre deux courbes l'une sur l'autre n'indique pas que l'un est la cause de l'autre ou l'autre la cause de l'un, mais c'est bien d'autres choses dont je vais vous parler qui va l'expliciter, mais c'est pour ça que je me permets de les mettre ensemble. Et on voit que dans le même temps, donc depuis cette période du début de la révolution industrielle, nous avons à la fois une montée de la température et une montée de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Je vous ai indiqué, 410 ppm, c'est à peu près 3300 gigatonnes de CO2. Donc si on prend la quantité globale, c'est-à-dire que j'arrête de parler en flux, d'ailleurs c'est toujours un peu une difficulté de mélanger les flux et les stocks. C'est le stock de CO2 qui joue un rôle d'effet de serre. Le flux, c'est simplement le rythme avec lequel ce CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Et bon, vous voyez, on a à peu près ce genre de choses. Il y a à peu près 1000 gigatonnes. Il y a à peu près 1000 gigatonnes des 3300 gigatonnes qui viennent de cette qui ont été produites depuis, enfin qui se sont accumulées depuis cette période-là, et il y a à peu près 1,1 degré de plus. À nouveau, c'est très très loin d'être linéaire, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Alors, pourquoi peut-on faire aujourd'hui cette corrélation, ou en tout cas très rapidement soupçonner un lien entre la quantité de CO2 qui augmente et la température? Eh bien, à cause de ce fameux effet de serre, qui est relativement simple à comprendre, mais à nouveau, vous vous souvenez le sondage que je vous avais indiqué la semaine dernière, qui montrait qu'en effet, même si on en parlait énormément, on parle de gaz à effet de serre comme on parle de choses très simples, et en réalité, les gens ont un peu de mal à dire exactement de quoi il s'agit, même si, évidemment, une serre est une chose qu'on peut voir sans parler de climat. Tout simplement et très rapidement, le Soleil émet des rayonnements après tout un tas de phénomènes, et en particulier d'absorption de certains photons, notamment de l'ultraviolet par l'ozone. Et on a un rayonnement solaire qui est de l'ordre de 340 watts par mètre carré, et qui concerne à la fois, vous voyez, à partir de 400 nanomètres, c'est-à-dire, je simplifie, la partie visible du spectre jusqu'à un lointain infrarouge, et par tout un tas d'effets de réflexion par la surface de la Terre, par réflexion sur la partie solaire, par les nuages et les molécules d'eau de l'atmosphère, il arrive finalement sur la Terre à peu près 50% de cette énergie, donc 168 watts par mètre carré, qui chauffe la Terre. Et si un corps ainsi chauffé a comme réaction d'émettre des rayonnements,
Et ce sont des rayonnements infrarouges. Vous voyez, j'ai de 3 à 50 microns, à peu près. On verra les spectres. Hein. Et donc, il y a des rayonnements infrarouges qui sont émis par ce corps chauffé qu'est la Terre, qui est la surface de la Terre. Et s'il n'y avait pas de molécules dans cette atmosphère, et pas que le CO2, hein, on verra, il y a évidemment un grand nombre de molécules, eh bien, cette énergie sortirait de l'atmosphère et quitterait la Terre. En réalité, il y a tout un tas de molécules qui sont présentes dans l'atmosphère, hein, je simplifie à l'extrême, qui vont absorber ces rayonnements infrarouges, tout simplement parce que les énergies de vibration et de rotation des liaisons chimiques de ces molécules sont du même ordre de grandeur que les énergies de ces rayons infrarouges. Donc certaines de ces molécules, pas toutes, hein, vont donc absorber cette lumière en vibrant plus, en bougeant plus. Ces molécules donc s'échauffent et vont transférer cette énergie à toutes les molécules qu'il y a autour, et donc ceci va retenir de la chaleur. Alors, quelles sont ces molécules Quelles sont ces molécules? En fait, il faut retenir cette règle, hein, qui est la loi de conservation des moments dipolaires, c'est qu'un mode de vibration d'une molécule donnée est actif en infrarouge si le moment dipolaire de la molécule varie durant la vibration. Alors il y a un certain nombre de molécules, par exemple, parfaitement symétriques, dont les moments dipolaires ne bougent pas au cours de leurs différents modes de vibration. C'est le cas, par exemple, de l'oxygène et de l'azote. Donc il y a des quantités massives d'oxygène et d'azote dans cette atmosphère, mais ce ne sont pas elles qui absorbent ces rayonnements infrarouges. Donc il n'y a pas d'absorption. Heureusement d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, la température serait sacrément élevée. À l'inverse, il y a d'autres molécules, et sans doute la plus importante, c'est la molécule d'eau, j'y reviendrai, mais vous avez le CO2, on en a parlé, le CH4, l'oxyde nitreux, toutes ces molécules-là sont des molécules qui ont des modes de vibration, pas tous. Hein. Dans le cas de CO2, j'en ai mis quelques-uns de modes de vibration, mais certains absorbent les infrarouges. Enfin, certains modes de vibration sont excités par absorption des infrarouges et d'autres non. Alors, regardons comment ça se traduit en termes de longueur d'onde. Vous voyez ici, en rouge, c'est le spectre des rayons lumineux du Soleil qui arrivent sur la Terre. Vous voyez, ce n'est pas tout le spectre d'émission au départ du Soleil, et en particulier parce que, fort heureusement, il y a, vous voyez ici, des absorptions massives, en particulier par l'oxygène et l'ozone, de rayonnement dans la partie ultraviolet. Donc il reste ce qu'il y a en rouge, et puis vous voyez que ce qui est absorbé, vous voyez qui a disparu, c'est en blanc ici, et on voit que déjà, dans la partie proche infrarouge, on a déjà une perte de lumière, et ça, c'est en bleu, c'est déjà les molécules d'eau. Ceci en bleu, c'est le rayonnement total émis par la Terre. Et donc, vous voyez que ce sont des domaines d'absorption, d'émission totalement différents. Donc là, on est vraiment dans l'infrarouge. J'indiquais tout à l'heure 3 à 50 microns, vous voyez, c'est à peu près ça, hein, d'ici à là. Et puis, on voit qu'il ne reste plus que cette partie bleue. C'est la partie qui n'est pas absorbée, donc qui s'en va dans l'espace. Et tout le reste a été absorbé, et c'est de la chaleur, au fond, qui a été maintenue dans l'atmosphère. Et massivement, c'est de l'eau, hein, en bleu, vous voyez, mais on voit là apparaître des domaines d'absorption très importants pour le CO2, et puis on y trouve voilà, le méthane, l'oxyde nitreux, enfin différentes choses, mais on voit que l'eau est le premier
gaz à effet de serre, la première molécule à effet de serre, et ensuite vient le CO2. Voilà. Alors, tout ça, à un moment donné, est en équilibre. Et donc, ce qui est bien établi, c'est que s'il n'y avait pas de molécules, s'il n'y avait que des molécules qui n'absorbaient pas ces rayons infrarouges, on n'aurait pas d'effet de serre, et on aurait une Terre dont la température moyenne serait de moins 18 degrés. Évidemment, ça changerait considérablement les choses. Et aujourd'hui, par la contribution de cet effet de serre, on est autour d'une température moyenne de 15 degrés. Et l'essentiel vient de l'eau. Plus de 90% de la contribution de l'effet de serre, ce sont les molécules d'eau. Et le CO2 n'est plus négligeable. Il est assez important, et d'ailleurs vous l'avez vu dans les spectres d'absorption. Voilà, on est aujourd'hui avec ces fameux 410 ppm qui a un effet de serre qui est assez important, et avec cette augmentation de l'ordre de 2 à 3 ppm par an. Voilà. Alors, j'ai indiqué ici cette augmentation récente, mais évidemment, il est intéressant de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire de la Terre, et on voit de cette histoire qui est représentée ici, qui s'étale sur 500 millions d'années, que la température de la Terre a énormément varié au cours de son histoire. Vous voyez, entre 100 et 500 millions d'années, alors à part cette période particulière du Permien, évidemment je n'ai aucune information à vous donner sur ce qui s'est passé à ce moment-là, mais vous voyez qu'on est à des températures. Alors le zéro ici, c'est à nouveau le zéro de 1850-1880. On voit qu'on était à des températures qui pouvaient être de plus 6 à plus 12 degrés au-dessus de cette température. Donc une température extrêmement élevée. Et puis à partir d'environ une centaine de millions d'années, cette température baisse régulièrement jusqu'à atteindre des niveaux qui commencent à induire de la formation de glace. Ce que j'en ai lu, c'est qu'autour de 30 millions d'années, on commence à former les glaces de l'Antarctique, et à 4 millions d'années, vous voyez, ça continue à baisser. On a la formation des glaces de l'Arctique et du Groenland. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces variations de température, cette baisse de température, ces pics au début, eh bien, ici j'ai remis une courbe que j'avais montrée la semaine dernière, qui est le rapport de la quantité de CO2 avec le CO2 d'aujourd'hui. Et vous voyez que c'est des rapports 10 à 15, 20 fois plus il y a 500 millions d'années, et puis qui diminuent, disons, à peu près régulièrement. Donc là aussi, il y a une sorte de parallèle entre la quantité de CO2 dans l'atmosphère et la température, même si à nouveau, je ne veux pas juste dire que parce qu'on met des corrélations comme ça, c'est qu'on a l'explication. À partir de voilà, 800 000 années en arrière, on a une période un peu curieuse avec une succession de périodes glaciaires et interglaciaires. Vous voyez, il y a 20 millions d'années, alors c'est ce que je montre ici, il y a voilà, ici, pardon, pas 20 millions, c'est 20 000 ans ici. Il y a 20 000 ans, on est vraiment sur un minimum. Voilà, donc on a l'Amérique du Nord, l'Europe, le Groenland couverts massivement de glace. On a des niveaux de la mer qui sont à peu près une centaine de mètres plus bas. Donc vous voyez, les choses ont changé considérablement.
Et puis ça remonte, et vous voyez que pendant pratiquement 10 000 ans, cette température n'a pas changé. Et c'est probablement cette constance de la température qui permet d'expliquer que, à cause de cette grande stabilité de la température, on voit un développement sans précédent des sociétés humaines. La stabilité de la température est évidemment un élément majeur d'adaptation et de maintien et de développement des sociétés humaines. Et puis on voit ici cette montée de température à partir de la révolution industrielle. On voit donc cette montée-là. Et donc ça, c'est des figures qu'on retrouve dans des rapports du GIEC, qu'on retrouve dans évidemment tout un tas d'articles scientifiques de gens qui mesurent cela. Et vous voyez que aussi bien dans la diapositive précédente que ici, qu'au fond, certes, dans l'histoire de la Terre, on a eu des températures plus élevées que celles que nous avons aujourd'hui, mais ce que nous vivons, c'est une vitesse de changement de la température qui est absolument remarquable. C'est probablement un des éléments les plus embêtants, je dirais, de la montée de la température. Et par ailleurs, comme j'ai évoqué cette température constante pendant longtemps comme un élément favorable pour les sociétés humaines, à l'inverse, on peut comprendre qu'il y a une problématique sérieuse à une variation aussi grande. Et on peut dire qu'aujourd'hui, en effet, c'est ce qui est indiqué ici, le niveau de température que nous atteignons déjà et que nous atteindrons, parce que c'est clair qu'elle va continuer à augmenter, est déjà supérieur à ce que la Terre a vécu ici, certainement depuis 2000 ans, mais beaucoup plus. C'est ce qui se voyait ici. Hein. Donc là, voilà, ici on est à 100 000 ans. Donc on est donc dans une situation tout à fait particulière, à la fois par la hauteur déjà et par la vitesse. Alors, oui, j'ai indiqué vous voyez qu'avant que ça démarre, on a eu quelques siècles assez froids, ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, à la fin du Moyen Âge, à nouveau indiquant des variabilités importantes de la température. Bon, alors évidemment, je n'ai aucune compétence pour expliquer tout ça, je veux simplement vous montrer la complexité de la compréhension de ce que c'est que la température, et comment on peut comprendre cette variation de la température. En fait, il y a énormément de phénomènes qui peuvent déstabiliser l'équilibre entre l'énergie entrante et l'énergie sortante. Vous avez des variations du rayonnement solaire incident, variation de l'excentricité de l'orbite terrestre, variation de l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre, précession des équinoxes. Vous avez des changements d'albédo. Alors, qu'est-ce que c'est l'albédo ? C'est la quantité d'énergie, enfin de lumière solaire incidente qui est réfléchie par la Terre. Toute modification de la surface, et il y en a en permanence, notamment à cause de l'activité humaine, va induire aura un impact sur la réflexion de la Terre, sur la quantité d'énergie qui va être renvoyée et pas être gardée. Ici, j'ai donné quelques exemples, mais il y en a plein. C'est pour simplement vous montrer la difficulté à intégrer tout ça et à le comprendre. En permanence, sur la surface de la Terre, de la planète, on modifie l'utilisation des terres. On déforeste, on urbanise. Ça a un effet sur cet albédo. Les glaces varient, la quantité de glace varie avec la température. Les glaces, c'est un magnifique miroir pour renvoyer les rayons lumineux. Donc plus il y en a, plus ça réfléchit. Moins il y en a, moins ça réfléchit. La couverture nuageuse aussi peut varier. Vous voyez ?
Et puis, il y a tout un tas de particules, ce qu'on appelle des aérosols, qui peuvent être présents dans l'atmosphère, qui peuvent être plus ou moins importants. Exemple classique, lors d'éruptions volcaniques, il y a tout un tas, on se retrouve pendant une période qui peut durer longtemps, avec tout un tas d'aérosols qui sont dans l'atmosphère. Et puis on a les modifications de l'effet de serre dont j'ai parlé. Il y a des émissions naturelles, hein, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai parlé de ces émissions de méthane dans les zones humides, en particulier dues à de l'activité bactérienne. Et puis il y a les émissions anthropiques, celles dont on parle, qui sont dues aux combustions d'énergie fossile et qui contribuent non pas simplement avec le CO2, comme on l'a dit, mais aussi d'autres gaz à effet de serre. Voilà, alors il y a eu un travail absolument colossal des climatologues qui se sont posé la question sérieusement, savoir est-ce que vraiment, parce que c'est évidemment une question essentielle, est-ce que vraiment on peut expliquer au fond assez simplement cette montée de la température qui est assez unique, hein, comme vous l'avez vu dans l'histoire de la Terre, par l'activité humaine, aujourd'hui 8 milliards d'habitants quand même, hein, l'activité humaine et les émissions de CO2, ou bien faut-il trouver d'autres explications. Et ce sont les travaux de ces climatologues qui aujourd'hui alimentent les rapports du GIEC et qui nous donnent la réponse, celle que je vais vous indiquer. Alors, c'est extrêmement difficile. Hein, à nouveau, c'est un travail de physiciens, de modélisateurs, parce qu'on est en train de regarder quelque chose qui est très faible, de l'ordre de 2 watts par mètre carré, qui est à comparer, vous voyez, avec l'énergie qui est absorbée par la Terre, hein, 240 watts par mètre carré, donc c'est quelque chose de l'ordre de 1%, voilà, qu'il faut apprécier. Et puis, il y a le CO2, mais il y a tout un tas d'autres influences, mais aussi bien naturelles que humaines. Alors, il y a d'autres gaz à effet de serre, ça, on l'a dit, hein, méthane, N2O. Il y a les aérosols. Pourquoi c'est humain? Parce que notre activité produit des aérosols, des particules qu'on met dans l'atmosphère, ce n'est pas uniquement les éruptions volcaniques. Et ces aérosols, ces particules qu'il y a dans l'atmosphère, ont des impacts, interagissent avec le rayonnement solaire, peuvent conduire à la formation de nuages, et donc ça va conduire à, par exemple, une diminution de température. La déforestation, ça aussi a un impact. Plus on déforeste, d'une certaine façon, plus ça conduit à baisser la température, puisque, en gros, les pâturages réfléchissent plus les rayons solaires que les forêts. Vous avez toute la chaleur qui est dissipée par l'habitat, le transport, etc. Vous avez donc les forçages naturels, les effets naturels, les éruptions volcaniques, je l'ai dit, donc ça peut conduire à des diminutions de température. Vous avez des phénomènes comme la géothermie, qui produit de la chaleur. Vous avez la variabilité de l'activité solaire, je l'ai dit. Vous avez tout un tas de cycles naturels, évidemment, dont je ne dirai rien parce que je suis incapable de vous les expliquer, mais ce sont des cycles, des variations naturelles qui conduisent à des variations naturelles de température. Et puis il y a tout un tas de ce qu'on appelle les rétroactions. Vous voyez, vous avez des rétroactions positives, c'est-à-dire l'augmentation de la température conduit à des augmentations encore plus fortes de température, ou l'inverse, des augmentations de température qui conduisent au contraire des diminutions de température. Une température qui augmente, c'est une augmentation de vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc c'est plus d'effet de serre, donc ça renforce l'augmentation de la température. Une augmentation de température, c'est moins de neige et moins de glace, donc moins de réflexion de la Terre, donc on garde plus de température, donc la température augmente. Une augmentation de température, ça peut être plus de nuages dans l'atmosphère, donc au contraire, les nuages vont conduire à une diminution de température.
Et puis il y a ce formidable travail. Alors, Robert Vautard est un de ces acteurs de la modélisation. Hein. C'est toutes les difficultés, vous imaginez. Enfin, j'ai donné très simplement un certain nombre d'aspects de la complexité, mais vous imaginez qu'il faut rentrer ça dans des équations mathématiques et physiques et évidemment construire ces modèles, essayer de comprendre cette interaction planète, atmosphère, océan et toutes ces rétroactions. Voilà, donc c'est absolument formidable comme projet scientifique en tout cas. Voilà. J'ai ressorti cette diapositive parce qu'il s'avère que François-Marie Bréon en avait parlé. C'est le type de rétroaction, si vous voulez, assez inattendue et qui est assez provocante. J'avais sauté cette diapositive la dernière fois, je l'ai ressortie pour vous montrer le type de rétroaction. Ça a été publié dans Nature en 2022. Vous voyez, c'est en 2020, donc l'année de la pandémie, on a observé, alors que vraiment il y a eu une baisse des activités humaines, industrielles, il y a eu une baisse des émissions de CO2, hein, de l'ordre de, je le redirai, de l'ordre de 7-8% à l'échelle mondiale. Et donc baisse des émissions de méthane fossile. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? C'est que la concentration de méthane dans l'atmosphère a augmenté cette année-là, beaucoup plus que la moyenne des dernières années. Alors, il y a eu en partie, c'est comme ça que, enfin ça c'est le travail de ces spécialistes hein, qui est publié là, en 2022, il y a eu à la fois des raisons naturelles, hein, des émissions naturelles de méthane, à cause du réchauffement, à cause des précipitations, il y a eu plus d'activité bactérienne dans les zones humides qui ont conduit à CH4. Mais la chose la plus étonnante, c'est qu'on a observé dans l'atmosphère une diminution considérable des radicaux hydroxyles. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ces radicaux hydroxyles? En fait, à cause de la diminution de l'activité humaine, et notamment des transports, de la combustion du pétrole qui conduit notamment à la production d'oxydes d'azote, qui viennent dans l'atmosphère, eh bien, qui s'accumulent, eh bien, pardon, oui, à cause de cette baisse oui, enfin, ils s'accumulent quand on roule beaucoup, quand on utilise beaucoup de pétrole qu'on brûle du pétrole pour le transport. Eh bien, évidemment, quand tout ça diminue, on diminue en quelque sorte les pollutions, on diminue les oxydes d'azote. Or, ces oxydes d'azote réagissent avec les rayons lumineux solaires pour donner des radicaux OH point qui sont des espèces très réactives et notamment qui réagissent avec le méthane. Et donc le résultat des courses, c'est que par le fait que nous ayons eu moins de pollution, nous avons eu plus de méthane dans l'atmosphère parce que moins de pollution, c'est plus de radicaux OH, moins de radicaux OH point, et donc c'est moins d'une espèce qui détruit le méthane. Vous voyez, donc on pourrait conclure de cette information que nous devrions continuer à polluer pour ne pas trop accumuler du méthane dans l'atmosphère. C'est assez troublant, mais évidemment, la pollution a d'autres inconvénients. Mais vous voyez le type de choses, de la complexité que je voulais dire dans l'étude de ces phénomènes. Voilà. Alors, au bout du compte, les résultats sont là. Au fond, quand on prend tout ça en compte, et ce sont voilà, les résultats qu'on voit dans le 6e rapport du GIEC hein, de 2021, qu'on voit notamment dans cet article là, de 2019, qui est assez intéressant. Eh bien, vous voyez, en gros, voilà les données expérimentales en noir. C'est celle que je vous ai déjà montrée, hein, c'est l'évolution de la température par mesure directe. Et voilà ce que les modèles nous disent. Si on prend les facteurs humains uniquement, c'est la partie rouge, et si on prend la partie des facteurs naturels seuls, c'est la partie verte. Voilà, c'est le résultat aujourd'hui de
centaines d'analyses de ces problèmes-là, et ceci montre clairement que, certes, il y a des phénomènes naturels, mais c'est bien des facteurs, voilà, des facteurs humains qui sont les plus importants. Et si on regarde, vous voyez, ça c'est une des grandes conclusions du rapport du GIEC, du 6e rapport du GIEC, hein, c'est une figure que j'ai prise dans ce rapport, que j'ai lu, le rapport, parce que beaucoup de gens parlent du rapport du GIEC, mais il y a très peu de gens qui les lisent, hein. Même ceux qui en parlent beaucoup. Faut dire que c'est, voilà, il faut prendre le temps, c'est une littérature un peu hard, mais cette figure est très instructive. Vous voyez, voilà les fameux 1,1, les plus 1,1 degrés, et puis quand on regarde les différentes contributions, on voit que il y a les contributions positives, hein, de l'activité humaine, on voit des contributions négatives de l'activité humaine, et c'est la somme des deux qui donne ce 1,1, 1,2 degrés. Et dans les contributions négatives des contributions humaines, comme vous le voyez, on y trouve, alors ici il y a sulfur dioxide, des dioxydes de soufre, mais ce sont des aérosols liés aux activités humaines. Et dans les contributions positives, on y voit le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux. Vous voyez, ces autres gaz à effet de serre ont des contributions tout à fait importantes. On parle essentiellement du CO2, mais c'est très très important de considérer aussi les autres. Et quand on regarde, vous voyez, les activités naturelles, les contributions sont pratiquement nulles, en tout cas dans cette période de temps que nous considérons. Voilà. Ça, c'est un travail que peut-être j'avais... non, je n'ai pas montré ça la dernière fois. En fait, 1,1, 1,2 degrés, c'est une température moyenne. J'ai toujours du mal avec cette notion de température moyenne de la Terre, parce que, évidemment, la Terre est complexe, elle est diverse. Et par exemple, si on regarde, et c'est ce qui a été fait dans ce travail, hein, qui a été publié, c'est qu'aujourd'hui, il apparaît assez clairement qu'on retrouve pour un pays comme la France, avec pas mal d'incertitudes, mais au moins on voit cette tendance, on voit que dans un pays comme la France, c'est probablement plus que 1,1 degré, c'est-à-dire que certains pays sont déjà touchés par le réchauffement de façon plus sérieuse que d'autres. Ici, dans ce papier, vous voyez que on conclut, hein, de ce travail quelque chose qui est plus proche de 1,6 que de 1,1, 1,2. Si tout ça est vrai, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le croire, vous voyez que l'objectif de 1,5 degré en 2100 est déjà dépassé, donc c'est assez ridicule, de mon point de vue, de s'obstiner à ne parler que de ce chiffre-là, même si, bien sûr, je le redirai la prochaine fois quand j'attaquerai véritablement la question de la transition énergétique et comment on fait pour l'avancer, pour aller vers ces nouvelles technologies de l'énergie qui nous permettront un jour, sans doute pas dans 3 ans, de nous débarrasser des énergies fossiles. Mais la réalité, c'est celle-là. Voilà, et vous voyez que donc ça c'est une donnée de Météo France. Voilà, donc on commence à avoir des vagues de chaleur et ce qui est caractéristique de 2022, c'est qu'elle apparaît 3 fois cette année-là, c'est-à-dire qu'on a une multiplication de vagues de chaleur en août, en juillet, en juin. Ça, c'est le cas de la France. Comme vous le voyez, à part quelques exemples ici, 83, mais vous voyez que la plupart des vagues de chaleur, des sommets de vagues de chaleur, c'est après les années 2000, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette... voilà, on a déjà assez clairement un impact de cette augmentation de température que je vous ai augmentée par la France en termes
de vagues de chaleur qui s'accumulent depuis les années 2000. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres mesures hein, qui peuvent être faites pour traduire cette augmentation de température. Et, excusez-moi. Voilà. Par exemple, l'énergie absorbée par les océans. Ici, ce sont des énergies exprimées en zeta-joules, hein, c'est 10 puissance 21 joules, hein, c'est absolument considérable, bien sûr. Donc c'est l'énergie absorbée dans la couche supérieure des océans. Les océans jouent un rôle extrêmement important dans l'absorption de la chaleur. Et comme vous voyez ici, on a une augmentation, là aussi, assez nette, de l'ordre de 4 zétajoules par an. C'est à peu près l'équivalent de 120 000 réacteurs nucléaires qui finissent dans les océans. Donc évidemment, ça a un impact considérable hein, dans la dynamique des océans, dans les échanges avec l'atmosphère, dans peut-être les précipitations, les événements extrêmes. Voilà, c'est une quantité massive d'énergie qui finit dans l'atmosphère, dans les océans. Vous avez aussi assez clairement des mesures qui sont en corrélation avec cette augmentation de la température, comme la baisse de la surface gelée, ici c'est dans l'hémisphère nord, reflétant une fonte des glaces qui est dépendante de cette augmentation de température. On a une diminution de la surface de la banquise arctique, on a une diminution des calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland. En France, c'est le cas, on a une diminution des glaciers hein, de montagne. Et puis il y a un autre phénomène, c'est également la montée des océans, à la fois comme résultat de la dilatation de l'eau de mer, à cause de l'effet de température, et à cause évidemment de la fonte des glaciers qui se retrouvent dans ces océans. Et comme on peut le voir ici, alors ça c'était le 5e rapport du GIEC, ça c'est, je ne sais plus lequel. Voilà, donc on a une montée régulière de l'ordre de, voilà, entre 2 et 3 mm par an. Et c'est aussi sans doute un reflet de cette augmentation de température. Alors, un petit début de réflexion autour du 1,5 degré. Moi, j'ai fait ce petit calcul-là qui n'a pas une très grande rigueur, mais qui permet de dire ce qu'on peut attendre dans une sorte de tentative de comprendre comment nos activités peuvent influencer la température. Voilà, dans la période qui vient de se passer, après le début de la révolution industrielle, on a à peu près rajouté 1000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et la température a augmenté d'à peu près 1,1-1,2 degrés. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que le rapport de proportionnalité que je vais faire, mais ça donne un ordre de grandeur. Si on continue à mettre 20 gigatonnes par an dans l'atmosphère, alors, ce chiffre de 20 diffère du 40 que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est parce que, sans doute faut-il se souvenir de ce que j'ai dit la dernière fois et que François-Marie Bréon avait rappelé, à savoir que sur les 40 gigatonnes que nous émettons, il n'y en a que 20 qui s'accumulent, à la louche, hein, il n'y en a que 20 qui s'accumulent dans l'atmosphère et il y en a une vingtaine qui sont absorbées par les océans, la Terre, enfin, etc. La photosynthèse. Bon. Donc c'est 20. Donc vous voyez, ça veut dire que d'ici 2050, ça veut dire qu'on continue. On fait la même chose qu'aujourd'hui. Voilà, bah, ça rajoute 600 gigatonnes. Ça veut dire que voilà, on est parti pour aller jusqu'à 2 degrés en 2050. Et si on fait la même chose jusqu'en 2100, vous voyez, je calcule 3,1, 3,2 degrés. Alors si on regarde ce que dit le 6e rapport du GIEC, peut-être Robert me corrigera, mais je crois que c'est à peu près les chiffres. C'est dans ce scénario-là, il y a plusieurs scénarios. Eh bien, vous voyez,
si on ne fait pas grand-chose, eh bien on peut se retrouver avec plus 4 degrés en 2100. L'autre scénario, c'est celui-là. C'est celui qui, voilà, qui nous dit, enfin, c'est ce que dit le GIEC, il nous dit, si vous voulez arriver à plus 1,5 degré en 2100, bon, vous avez vu, c'est déjà râpé pour la France, hein. Mais si vous voulez arriver à 1,5 degré en 2100, pour la température moyenne de la Terre, bah, en gros, les modèles nous disent qu'il faut bouger la concentration de CO2 telle qu'elle est présentée ici. Je simplifie. Voilà nos émissions de 40 gigatonnes, et il faut arriver à 0 en 2050. Alors 0, en tenant compte de la baisse de nos émissions, plus les puits anthropiques, hein, bien sûr. Puits anthropiques, c'est des actions humaines qui conduisent à fixer le CO2, celui dont on n'aurait pas pu se débarrasser en 2050. C'est ça l'idée. Et donc, vous voyez, on diminue régulièrement, donc de façon linéaire. Vous voyez, on est en 2020 ici. On diminue de façon linéaire entre maintenant et 2050. On arrive à 0, on arrive à 0 en 2050, et ensuite on reste à 0 entre 2050 et 2100. Et enfin, vous voyez qu'on conduit par mon petit calcul à, en 2050, 1,5 à 1,7 degrés, et ensuite ça n'augmente plus puisqu'on ne rajoute plus rien. C'est à peu près ça, vous voyez, c'est assez simple, c'est un calcul très simple que j'ai fait, et c'est comme ça qu'on arrive au 1,5 degré, et c'est effectivement ce scénario du GIEC. Voilà. Alors, il y a une chose qui est très importante à voir, et ça peut être une difficulté, au fond, dans notre compréhension même du problème, et c'est le GIEC qui le dit avec cette courbe. En fait, ce que dit cette courbe, c'est qu'au fond, quel que soit le scénario, en 2050, on ne verra pas beaucoup de différence entre avoir réussi à mettre 0 CO2 en 2050 ou avoir continué à produire le CO2 avec la même intensité. D'ailleurs, d'une certaine façon, vous voyez mon calcul, il dit 1,8 degré ici, hein, vous voyez, dans une situation où on continue, et je trouve au maximum 1,7 degré si je fais l'effort maximum. D'accord ? Le scénario le plus drastique de diminution de CO2. La différence est faible. Là où elle est importante, vous voyez, c'est qu'on est à 1,5, 1,7 dans mon calcul. Et ici, dans ce scénario drastique, et on est à 3,1, 3,2. Donc la différence se fait plus tard. Et c'est exactement ce que dit cette courbe du GIEC. Vous avez dans les différentes couleurs les différents scénarios. Et vous voyez que la température en 2050 se concentre dans ce rond-là. Donc entre le scénario, vous voyez, le plus drastique et le plus léger, en termes de lutte contre les émissions de CO2, la différence est assez faible. Vous voyez, cet écart-là, ça fait, bon alors c'est pas rien, mais enfin, ça fait 0,2, 0,3 degrés. Par contre, si vous regardez les différents scénarios, et là ça s'étale de 4,5 à 1,5. Là, il y a une très très grosse différence. Voilà. Alors, effectivement, ça crée une certaine difficulté, en effet, de ne pas, pour peut-être stimuler les actions humaines contre les émissions de CO2, de ne pas ressentir aujourd'hui l'effet de nos actions aussi facilement. C'est quelque chose qu'on pourra discuter. Voilà. Alors, tous ces travaux montrent deux choses. La première, je crois qu'aujourd'hui tout ça est clair et bien établi par
on dit les rapports du GIEC, mais en réalité, c'est les centaines et les milliers de publications de scientifiques, de climatologues, qui nous indiquent donc ce lien entre nos activités humaines et la température. Et puis il y a une deuxième leçon, et c'est celle qui nous conduit aujourd'hui avec cette injonction que je discuterai la semaine prochaine, cette injonction, ces objectifs que personnellement je dirais qu'ils sont inaccessibles. Et je expliquerai pourquoi et je dirai en quoi il y a un problème à constamment donner comme horizon des objectifs inaccessibles. C'est quelque chose qui, sur le plan politique, présente des difficultés. Mais au fond, c'est à cause de ce type de courbe qu'au fond, tout le monde a dit, bon, OK, on a compris, pour faire... il faut qu'on reste à 1,5 degré. Et donc, c'est zéro carbone. Donc, c'est le net zéro, hein, en anglais net zéro, zéro carbone en français, c'est le zéro carbone en 2050. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, nous vivons sous une loi qui a été votée par le Parlement en 2015, qui est la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui nous dit que nous devons réduire notre consommation énergétique de 50%, quand nous serons en 2050 à comparer à 2012. C'est absolument colossal comme objectif. On en discutera, pas aujourd'hui, mais enfin, quand vous voulez. Et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030 et de les diviser par 4 en 2050. Alors vous voyez, ce n'est pas zéro, mais ça inclut aussi le fait que ce qui manque à faire disparaître, c'est aussi les puits anthropiques en particulier. Et c'est ce qui, au niveau de la Commission et du Parlement européen, a conduit à cet objectif Fit for 55, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 1990. Voilà. Alors, je le redirai, j'essaierai d'expliquer, mais là, je le dis de cette façon-là, y compris en citant des articles qui commencent à le dire, que vous retrouvez ici, c'est-à-dire que vous trouvez ici la courbe en bleu, le fameux 1,5 degré, enfin celle du GIEC, et puis un certain nombre de réflexions autour de scénarios qui sont plus vraisemblables que d'autres. Et au fond, l'idée aujourd'hui, c'est, et moi personnellement, j'essaierai à nouveau d'expliquer ça, et donc j'adhère à cette vision-là, c'est... alors certes, ce sont les accords de Paris, mais ce 1,5 degré ne sera pas respecté. Les scénarios extrêmes tout en haut ne seront pas non plus ceux qu'il faut considérer, parce que quand même, il y a, la transition énergétique est engagée. Hein, il y a déjà énormément de choses qui sont faites. Alors on entend aussi des discours que rien n'est fait, que ça ne va pas assez vite, etc. Tout le monde, que ça n'aille pas assez vite peut-être, mais en tout cas que rien n'est fait, c'est faux. Citoyens, États, entreprises, tout ça est engagé dans la transition énergétique. Et donc, la question aujourd'hui, c'est qu'il est fort probable que l'humanité ait à affronter une température. Alors, en 2100, ce ne sera pas nous, hein, mais déjà des gens assez proches de nous, hein, nos petits-enfants, voilà. Donc il faut s'en préoccuper, mais auront peut-être à traiter une planète qui sera chaude de plus 2, plus 2,5, plus 3. Et donc, évidemment, c'est comment deux choses. C'est pour ça que j'ai invité Robert Vautard à nous parler de ces aspects. C'est d'abord quels impacts d'une telle température. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on va en faire l'expérience peut-être si on arrive à cela.
Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui dire des choses sur ces événements extrêmes, les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations, les ouragans, les tempêtes, les cyclones, etc. Mais il faut parler de ça de façon extrêmement rigoureuse, hein, scientifiquement. Je finirai sur un petit film qui vous montrera qu'il faut faire attention à tous les prédicteurs de catastrophes imminentes qui, évidemment, perturbent notre réflexion sur le sujet. Et puis il y a un deuxième aspect, mais ça je crois que je vous l'avais déjà indiqué peut-être, c'est que si c'est le cas, notre problématique n'est pas que de réaliser la transition énergétique, à nouveau celle de cette transition qui consiste à se débarrasser aussi vite que possible des énergies fossiles, mais c'est aussi de mener des politiques d'adaptation à ce réchauffement. Et c'est un sujet qui est encore peu traité. À nouveau, je le redis, c'est peu traité parce que aujourd'hui, quelqu'un qui se préoccupe d'adaptation au réchauffement climatique, ça veut dire qu'il a baissé les bras et qu'il a abandonné l'objectif de 1,5 degré, et cela lui sera reproché. Et pourtant, il faut qu'on commence à réfléchir à ce que pourrait être un impact de 2,5 degrés dans un pays comme la France. Évidemment, ça veut dire réfléchir à ce que seront les maisons de demain, ou d'ailleurs, est-ce que deviendront les maisons d'aujourd'hui dans une telle température? Vous avez vu, il y a quand même un certain nombre de problèmes dans le domaine de l'habitat et du tertiaire. C'est le système hospitalier. C'est le fait que, vous voyez, déjà, il est en difficulté, mais demain, avec des températures élevées, de nouveaux microbes, etc., peut-être de nouvelles pandémies, il va falloir adapter le système hospitalier aussi à cela. C'est évidemment les problèmes de sécheresse pour l'agriculture, c'est la question de la gestion de l'eau, hein, des politiques d'irrigation et d'accès à l'eau potable. Hein, vous avez vu les tensions sur la question de l'eau, déjà dans un pays comme la France. La gestion des forêts, la protection des infrastructures, hein, usines, services publics, l'aménagement du territoire, la bonne gestion du système électrique face à des événements de sécheresse ou des événements extrêmes, voilà, etc., etc. Et évidemment, la question, c'est, on sait à peu près quel est le coût de la transition énergétique, hein, c'est entre 2 et 4% du PIB hein, par an, hein, donc voilà, c'est entre 100 et 200 milliards par an, hein, la transition énergétique. Quel est le coût d'une politique d'adaptation et quels investissements il faut faire? Et ça, évidemment, c'est complexe. Voilà, alors, je finis là-dessus. C'est pour, au fond, passer la main à Robert Votard. Quand on regarde le rapport du GIEC, le 5e, mais c'est 2013, au fond, quand on regarde les différents événements extrêmes, on lit cela. Confiance moyenne ou confiance faible parfois. Voilà, sur le fait qu'il y a eu déjà une augmentation des vagues de chaleur, des inondations, des orages, des sécheresses, des ouragans et des tempêtes. Je ne lis pas tout ça, mais en gros, ce que ces textes, qui sont juste la copie de ces rapports, nous disent, c'est que, en tout cas en 2013, mais peut-être Robert Votard nous dira autre chose, on est quand même 10 ans plus tard, en 2013, au fond, ce que dit le GIEC, c'est qu'on est encore dans l'incertitude pour savoir si cette montée de température de 1 degré s'est déjà traduite par une augmentation de la fréquence de tous ces événements. Alors certains disent oui, c'est le cas, mais beaucoup de ces gens qui disent ça n'en savent rien et c'est plus politique ou idéologique. D'autres disent c'est pas vrai et c'est pour les mêmes raisons. Et donc on a besoin en effet que les scientifiques nous disent cela de façon sérieuse. Et ce qu'il faut surtout, c'est que ces scientifiques, c'est bien d'entendre cette parole-là. Et je termine, et pas uniquement celle-ci, je termine, ce sera un petit film. Il s'avère que j'étais invité à une émission c'est France Info, je crois, une émission de télé, et je suis tombé sur ce
film. Ce n'est pas moi qui avais choisi de montrer c'est le journaliste qui a choisi cela. Alors, est-ce que... Je ne vois pas la flèche, mais... Petits extraits. L'un, ils datent tous les deux d'ailleurs de 1989. Donc 1989. Henri Sagnier, qui présente un journal télévisé. Et on est donc en juin 1989. Et voilà ce qu'il dit. Donc, premier extrait. Avant de développer tous ces titres, arrêtons-nous quelques secondes sur une information qui nous arrive en droite ligne de New York. Si l'on en croit le directeur du Bureau de l'environnement des Nations Unies à New York, plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans si le réchauffement de la planète se confirme. Voilà, donc 10 ans, ça fait 99. Très vigilant. Laurent Massardier. Alors ça, c'était le lancement du reportage. Je vous mets un petit extrait du reportage. Derrière, c'était toujours en juin 1989. Les Maldives, les Seychelles, les Caraïbes, les Pays-Bas, les îles sous le vent et bien d'autres nations insulaires de basse altitude risquent d'être pratiquement englouties. Et que deviendrait Venise, déjà bien menacée? Alors, tous ces pays sont... Voilà. Je termine là-dessus, c'est un peu provocateur, mais je crois qu'on a, sur ces questions-là, besoin de science et pas besoin de positions catastrophistes, non appuyées sur la science. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à Robert Vautard. Il est là. Ouais, tu n'as pas besoin de... Je suis très très heureux. En fait, j'ai demandé à Robert Vautard de venir parce que nous parler de ces problèmes-là. Je l'ai entendu une fois donner une formidable conférence et je voulais vraiment parler de cette question des événements extrêmes. Et de la façon dont les scientifiques nous permettraient de comprendre cela. Je vous laisse la main. Oui, on a une pause de... Merci.